350e jour de l'année 2023. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de cette édition, réunion des experts et ministres des pays porteurs du projet de développement de l'autoroute du corridor Abidjan-Lagos ce vendredi 15 décembre à Cotonou. Objectif, faire le point de l'état d'avancement de ce catalyseur de l'intégration régionale et du développement durable. Des précisions à suivre. Pourquoi est-il important de faire usage de la propriété intellectuelle en matière de non commercial? C'est l'interrogation qui a fait l'objet d'une séance d'échange initiée par les responsables de la structure nationale de liaison et de l'OAPI à l'intention des étudiants de l'Institut national supérieur de technologie industrielle implanté à Lokossa. Les détails dans un instant. Et puis contribuer à une conservation plus efficace des écosystèmes côtiers du Bénin. C'est le but du projet Delta Mono conçu par l'État béninois avec l'appui du Luxembourg et de l'Union européenne. Vous en saurez davantage dans cette édition. À nouveau, bonjour. Nous démarrons cette édition par une information santé. Vous avez les yeux rouges et parfois brûlants, une forte démangeaison et une sensation de brûlure. Il s'agit bien de la conjonctivite, plus communément appelée Apollo au Bénin. Cette affection des yeux devient de plus en plus fréquente en cette période d'harmattan. La rédaction de Canal 3 s'est donc intéressée à ces causes. Suivez dans cet élément les explications des professionnels de la santé. Il y a deux types pour moi d'Apollo. Il y a d'abord une Apollo, une cause bactérienne, comme on a le rhume, comme on a la sinusite, comme on a l'otite. C'est-à-dire que dès qu'on a beaucoup de germes qui circulent sur la sphère ORL, et parfois on en a qui se mettent dans l'œil, puisque c'est quand même une vitrine, une porte d'entrée. Donc il faut savoir qu'effectivement, il y a les causes bactériennes. Dans ces cas, ça donne même des yeux qui sont un peu purulents, le collé avec du pu. Il y a une saison qui favorise l'Apollo, c'est l'harmattan. Donc ça reste assez saisonnier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le vent de l'harmattan est chargé en poussière de sable, donc très irritatif. Et d'ailleurs, quand il y a l'harmattan, on a aussi un peu le nez qui pique, la gorge qui est sèche. Mais en fait, c'est pareil, ça fait la même chose sur les muqueuses. Et là, ça favorise largement les infections par les bactéries. D'accord ? Donc, c'est pas que l'harmattan provoque une Apollo, mais l'harmattan étant un vent irritatif qui abîme un peu les muqueuses, facilement, on peut se retrouver avec Apollo derrière. Il y a aussi un truc qui est super pour l'Apollo, a fortiori au moment de l'harmattan, c'est quand on rentre dans sa voiture et qu'on allume la climatisation ou la ventilation. Et là, à ce moment-là, on se prend une espèce de bolus de germes, de poussière, de trucs qui vont jouer un peu le rôle de l'harmattan, vous abîmez les yeux et vous donnez Apollo le soir même. Comme seconde cause de conjonctivite, on peut évoquer les causes virales quand ce sont des virus. Et nous avons aussi les causes allergiques, quand les personnes ont souvent des allergies, des terrains atopiques, comme on dit dans notre jargon. Ce sont des personnes qui sont souvent susceptibles de faire beaucoup d'allergies. Ces personnes-là aussi peuvent présenter ce qu'on appellera des conjonctivites allergiques. Et dans ces cas, généralement, on n'a pas de pus, on a juste un œil qui est un peu rouge et qui gratte beaucoup. La conjonctivite allergique, elle n'est pas contagieuse. La conjonctivite virale, par contre, qui est due à un virus, elle peut être contagieuse si on ne fait pas attention, on ne prend pas certaines précautions. Les modes de transmission, ça va être essentiellement les mains contaminées, donc il faut beaucoup se laver les mains. Le contact avec les yeux, il y a des personnes qui tout le temps mettent leurs mains ou leurs doigts sur les yeux pour gratter, c'est vraiment pas recommandé, il ne faut pas le faire. Il faut régulièrement donc se laver les mains. Il y a aussi le contact de personne à personne. Quand vous faites un câlin, vous embrassez quelqu'un, ou si vous allez vous coucher sur l'oreiller d'une personne qui était contaminée, il y a par ce moyen-là également, vous pouvez attraper une conjonctivite. L'Apollo se traite en fonction du type dont souffre le patient. Les docteurs Myrlène Toye et Lise-Hélène Adjaye reviennent ici sur les modes de traitement et de prévention de la conjonctivite. Elles interviennent au micro de Rachida Tagossa et Rachidi Soubérou. Alors, la conjonctivite bactérienne, c'est donc des bactéries. Ce sera un traitement local avec des gouttes antibiotiques.
La conjonctivite virale, généralement, si elle n'est pas surinfectée, c'est-à-dire que la conjonctivite a évolué et un germe bactérien s'est rajouté dessus, si c'est tout simplement viral, on va juste utiliser des larmes physiologiques qu'on trouve facilement en pharmacie. Et enfin, pour les conjonctivites allergiques, on va aller plutôt sur des colis antihistaminiques. Antihistaminiques, les gens qui ont des allergies savent un peu ce que ce mot veut dire. Ce sont des colis qui vont aider à réduire la sensation de grattage, de prurite. Des fois, il peut arriver que dans la conjonctivite bactérienne, il y a aussi un grattage important. Ça peut arriver. En plus du fait que l'œil soit rouge, il brûle un peu, il fait mal, il est larmoyant, il donne aussi envie de le gratter. Dans ce cas-là, en plus du collier antibiotique ou de la crème, de la pommade, ophtalmique antibiotique, on pourra ajouter des gouttes antihistaminiques pour réduire un peu le grattage. On ne peut pas éviter l'harmattan. L'harmattan est là, on ne peut rien y faire. Mais ce qu'on peut faire au moins, on peut toujours se laver les mains. L'hygiène des mains, toujours et en tout temps. On peut se laver les mains, on peut aérer sa voiture, son environnement, parce que en fait, c'est la concentration de germes aussi qui favorise qu'il y ait cette pose sur les yeux. On peut mettre des lunettes de soleil pour les personnes qui le peuvent. Les gens comme moi qui ont des lunettes médicales, nous on est exclus d'emblée, mais je pense que ça nous aide aussi un peu, ça nous protège. Et pourquoi pas, les soirs, utiliser des lames physiologiques pour se nettoyer les yeux. Ça ne gêne en rien, ça ne va pas causer de tort. En ce qui concerne le traitement par antibiotiques, en tant que soignants, nous sommes obligés de rappeler à tous les gens à qui on est prescrit qu'on est prescrit pour une durée donnée. Quand c'est un antihistaminique, quand c'est un antiviral, c'est-à-dire des larmes, c'est tant qu'on a le signe. Si on vous donne un traitement antibiotique, même local, alors parce que c'est un traitement antibiotique, il faut respecter les posologies et la durée. Ça contribue à tous les efforts que nous menons pour éviter ce qu'on appelle l'antibiorésistance. Et donc, par là même aussi, j'en appelle tout le monde à éviter l'automédication. Parce que sinon, après, on ne va plus pouvoir traiter les conjonctivites, même les plus basiques. Séance d'échange ce vendredi entre le ministre de la Santé et les partenaires techniques et financiers du secteur au titre de l'année 2023. Cette réunion, dont l'organisation est appuyée par l'USAID, leur permet de faire, entre autres, le suivi de la mise en œuvre des interventions dans le secteur. Les travaux de cette rencontre périodique sont lancés par le ministre Benjamin Hunkpati. Le reportage. Les partenaires techniques et financiers du secteur de la santé et le ministre Benjamin Hunkpati se retrouvent une fois encore cette année pour scruter les réalisations conjointes et discuter des défis à surmonter. Une réunion capitale pour les différentes parties qui se tient dans un contexte essentiel, à savoir la période post-Covid-19. Votre présence effective à cette rencontre et la forte mobilisation que je note montrent l'intérêt que vous accordez à ce projet d'échange qui nous permet périodiquement de faire le point sur le chemin parcouru, nos succès communs, mais aussi nos difficultés afin d'envisager sereinement et collectivement les approches de solutions. La mise en œuvre de la politique de santé communautaire et la création de l'autorité de régulation de la santé témoignent clairement de l'engagement du gouvernement du Bénin et du ministère de la Santé à assurer la couverture sanitaire pour toute la population béninoise. Les sujets à l'ordre du jour de nos travaux revêtent une importance capitale. Ils nous offriront l'opportunité inestimable d'évaluer les performances du système de santé pour l'année 2022. De plus, ils permettront d'esquisser les pistes et les priorités de l'année 2024. Le Bénin s'est investi depuis quelques années dans des réformes majeures dans le secteur de la santé. Ceci grâce à la contribution remarquable des partenaires techniques et financiers, remerciés à l'occasion pour leur engagement constant pour des résultats impactants. L'année 2023 n'a pas été de tout repos pour tous. Nous avons poursuivi les réformes du secteur de la santé et nos efforts vers la couverture sanitaire universelle. Le décret portant modalité de mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire a été adopté et le gouvernement s'attelle pour le démarrage effectif en 2024.
L'Assemblée nationale a voté le budget de l'État qui consacre une augmentation de plus de 8% du budget de la santé par rapport au budget de l'année 2023. Le plan du travail 2024 qui vous sera présenté est donc l'illustration de la volonté du gouvernement d'investir encore davantage dans le secteur de la santé. Comme vous le constatez, des sujets d'intérêt pour le secteur de la santé seront abordés au cours de cette réunion. Vos expertises et vos contributions au débat seront nécessaires comme d'habitude pour une analyse profonde de ces sujets et je suis convaincu que ces échanges permettront de renforcer davantage notre système de santé. Le ministre de la Santé compte davantage sur la disponibilité et le soutien permanent de tous en vue de relever l'ensemble des défis persistants, combien multiples et multiformes, qui les attendent au quotidien. Je l'annonçais en titre, des experts et ministres des pays porteurs du projet de développement de l'autoroute du corridor Abidjan-Lagos en conclave ce vendredi 15 décembre à Cotonou. Le but de cette rencontre est de faire le point de l'état d'avancement de ce catalyseur de l'intégration régionale et du développement durable. Les échanges sont axés sur l'examen des composantes des études du projet, l'établissement de l'autorité de gestion du corridor et les défis de recherche de financement. Ingrid et Moufid Sabouran. Un nouveau pas franchi dans le calendrier de la mise en œuvre du projet de développement de l'autoroute Abidjan-Lagos. À cette rencontre, les ministres des pays initiateurs du corridor, à savoir le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Togo, font le point du niveau d'avancement du projet dont l'objectif est de supprimer toutes les barrières entre ces États afin d'assurer la libre circulation des personnes et des biens, puis accélérer l'intégration des marchés pour faire de la CEDEAO une zone économique interconnectée. En termes d'avantages directs potentiels, notre autoroute, une fois en service, devrait réduire les coûts d'exploitation des véhicules de 28% et le trajet de 48% en moyenne et contribuera à la croissance du volume des échanges commerciaux interrégionaux à hauteur de 15 à 25%, avec bien sûr des projections de 30 à 35%. Ces assises auxquelles participent également des partenaires techniques et financiers dont la Banque africaine de développement et l'Union européenne se penchent sur des questions relatives à l'avancement des composantes des études du projet, l'établissement de l'autorité de gestion du corridor et les défis de recherche de financement. Des partenaires grâce à qui un montant total de 42,55 millions de dollars américains ont été mobilisés. Nous l'avons tous constaté, le Bénin est de retour et réaffirme ainsi son attachement à la concrétisation de notre projet commun, si structurant pour la mobilité, la connectivité, le développement économique et la connexion intégrale entre les grands pôles de notre sous-région. J'aimerais vous féliciter pour cet exploit et je pense que nous allons travailler de concert pour faire en sorte que ceci fonctionne très bien. Je suis aussi conscient des défis qui sont survenus sur le projet pendant la pandémie de Covid qui a affecté les délais de livraison. D'une longueur d'environ 1028 km, ce catalyseur de l'intégration régionale et du développement durable relie les principales villes des 5 pays et traverse une zone à fort potentiel économique représentant environ 75% du volume des échanges en Afrique de l'Ouest. Une fois mis en place, ce corridor qui est le plus grand de l'Afrique répondra aux vœux des populations de ces pays membres. Parlons protection environnementale avec le projet Delta Mono. C'est un projet conçu par l'État béninois avec l'appui du Luxembourg et de l'Union européenne. Son objectif, contribuer à une conservation plus efficace des écosystèmes côtiers du Bénin. Le dit projet a été officiellement lancé jeudi dernier à Grand Popo dans le département du Mono. Retour ici sur la cérémonie de lancement officiel avec nos reporters Nassissa Lossé et Florent Dourou. Voici le nouvel outil que le Bénin brandit dans ses efforts de gestion des écosystèmes marins et côtiers. Le projet Delta Mono, conçu pour mieux gérer la réserve de biosphère du Mono et de l'aire marine protégée
Bouches-du-Roi. Donc, les enjeux de ce projet face au changement climatique est d'accompagner justement les populations qui vivent au niveau de la réserve de biosphère du Mono à adopter et à renforcer les pratiques qu'elles peuvent avoir déjà ou qu'elles pourraient acquérir en matière de transition agroécologique. Le projet prévoit entre autres la sensibilisation des populations vivant dans la communauté de conservation de la biodiversité et l'insertion professionnelle des jeunes à travers la création d'entreprises dans les métiers liés à la transition agroécologique. Une initiative soutenue par l'Union européenne et la coopération luxembourgeoise. Projet luxembourgeois de la coopération bilatérale a une cote qu'on lui donne, composée d'abord des premières lettres du pays. Dans ce cas, c'est Ben, et après, on lui donne un numéro. Ce projet est donc ambitieux à plus d'un titre. Il s'agit tout d'abord de mettre en place des mesures de préservation de la nature d'un écosystème particulièrement fragile et essentiel pour le Bénin, associant des milieux marins, lacustres, terrestres, complémentaires et totalement interdépendants. Dans son contenu, Delta Mono affiche 2 composantes pour les bénéficiaires et les autorités présentes à la cérémonie de lancement officiel en mesurent l'impact démographique. Malgré l'existence de la réserve de biosphère, le département du Mono compte pour environ 5% de la population béninoise, pendant que sa superficie fait à peine 1% du territoire national. La situation n'est pas différente dans le département du Koufo, qui compte environ 2% du territoire national, avec 7,4% de la population du pays. Le projet Delta Mono a l'avantage de se positionner dans une zone où la gestion des ressources constitue encore davantage un sujet de grande préoccupation. En effet, il faut travailler à une régénérescence des ressources tout en améliorant la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population. D'un coût de plus de 10 milliards de francs CFA, Delta Mono est destiné plus élémentairement aux populations des communes de Grand Popo, Kome, Atieme, Huyagbe et Lokosa dans le Mono et Djakotome et Aplahwe dans le Koufo. La mise en œuvre sera assurée par l'Agence belge de développement ENABEL sur une durée de 4 ans. Elle a désormais le titre de professeur titulaire des universités en sciences économiques et gestion. Il s'agit de Marie-Odile Atanasso, ancienne ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Pour la circonstance, ses collègues de la faculté des sciences éco et gestion de l'université d'Abomey-Calavi lui ont rendu un vibrant hommage. C'était en présence de la vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Tchabi Talata. Teddy Goudalo pour le compte-rendu. Marie-Odile Atanasso, ancienne ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, reçoit ici les hommages de toute la communauté universitaire du Bénin. Le recteur de l'université d'Abomey-Calavi, président du conseil scientifique, adresse au nom de toute la communauté universitaire de l'université d'Abomey-Calavi cette vive et sincère félicitations à Madame Sylvain Marie-Odile Atanasso. Ces félicitations lui sont décernées suite à son inscription dans le cercle des professeurs titulaires des universités. Félicitations et merci à Madame la professeure que nous célébrons aujourd'hui par cette occasion. Pour faire court, je dirais que Madame la professeure Marie-Odile Atanasso est de cette catégorie d'enseignants-chercheurs dont les connaissances spécifiques, servies par une démarche pédagogique efficace, garantissent une progression professionnelle régulière. C'est ce qui lui a valu d'accéder au grade terminal de professeur titulaire des universités en sciences économiques et de gestion. Je voudrais remercier tous mes collègues, à quelque niveau que ce soit. Et je voudrais inviter et remercier tous les étudiants. Je les ai vus, CEFOP, ENEAM. Merci d'être venus. Je n'ai que des remerciements pour tous ceux qui m'ont accompagné, tous ceux qui m'ont assisté, tous ceux qui ont supporté mes coups de colère de temps en temps, parce que quand on ne respecte pas les tests, pour moi, ce n'est pas bon. À cette cérémonie, ses pairs n'ont pas tari d'éloges
à son endroit. À l'évidence, c'était une occasion tant espérée pour se remémorer les qualités exceptionnelles de la nouvelle professeure titulaire des universités. Cette célébration est combinée au lancement de son nouvel ouvrage intitulé « Œuvre choisie ». Le document aborde 3 principales thématiques que sont l'économie du genre et autonomisation, l'économie de l'éducation et de l'emploi et l'économie et la démographie. Vous conviendrez avec moi que de nos jours, il est très important de célébrer les femmes battantes afin qu'elles servent de modèle aux jeunes filles. Elle est déjà un modèle aux jeunes filles, pas seulement aux jeunes filles, même aux femmes tout court. Parce que beaucoup de femmes n'ont pas compris qu'il faut aller loin comme vous. Madame, vous méritez les hommages que l'on vous rend. Parce que vous êtes une icône, vous êtes un modèle. Vous êtes, pour les femmes du Bénin et même pour les hommes et les femmes du Bénin, vous êtes le modèle à suivre. Parce que ce que vous aviez fait ne se limite pas au genre féminin, ça va au-delà de ce genre. Cette cérémonie d'hommage à Marie-Odile Atanasso coïncide aussi avec son anniversaire. En chœur, toute l'Assemblée chante pour son bonheur. Joyeux anniversaire. Audience au cabinet du chef d'état-major général des armées béninoises. Le général Fructueux Baguedi a échangé avec son homologue de la Belgique. Au cœur des discussions avec le chef d'état-major belge, le renforcement de la coopération entre les deux États. Une rencontre au cours de laquelle l'amiral Michel Hoffman a signé le livre d'or dans lequel il exprime la disponibilité de son pays à poursuivre cette coopération militaire. Au thème de l'audience, les deux hommes se sont confiés à la presse. Suivant. Traditionnellement, en fin d'année, je viens toujours visiter les détachements qui sont déployés dans différents théâtres, mais c'est chaque fois aussi l'opportunité de rencontrer mes homologues et c'était une opportunité tout à fait rêvée pour refaire un petit point de situation avec le chef de la défense béninoise. Alors actuellement, nous sommes principalement occupés avec des formations selon un programme que nous accordons avec les forces armées béninoises et qui vise en particulier ici à remettre à niveau ou à coacher la marine béninoise. Nous avons également un programme de formation dans le cadre du renseignement, de l'analyse et également dans le cadre de la communication. Mais ça fait déjà plus de 20 ans que la Belgique et le Bénin coopèrent au niveau militaire. Et cette durée est une illustration de la solidité de notre partenariat. Et si la Belgique continue d'investir dans le Bénin, c'est qu'elle croit également dans le succès de ce partenariat. Et tous les ans, nous avons des nouveaux programmes qui nous permettent encore de développer ce partenariat. Je pense que c'est un excellent exemple de solidité, de partenariat entre nos forces armées et je pense que c'est une excellente chose pour les deux pays. Nous appuyons les forces armées ou le Bénin à combattre ce fléau du terrorisme qui ne fait que se propager au Sahel et que vous essayez de contenir et que vous contenez en fait déjà très très bien. Et nous allons continuer à former et à développer ensemble les capacités béninoises pour justement faire en sorte que aussi dans le nord du Bénin, la sécurité ou l'insécurité ne se propage pas. Les forces armées béninoises coopèrent avec de nombreux pays, en Afrique comme en Occident. Et la Belgique en Occident est un pays qui nous appuie dans la montée en puissance de nos forces. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles l'amiral est en ce moment au Bénin. Vous avez parlé du Niger, un pays frère. Vous permettez que je n'aille pas plus loin parce qu'il y a des activités politiques qui sont en ce moment en cours. Je suis un soldat, je ne fais pas de politique. Je vous en parlerai quand on aura fini avec la politique.
La Société béninoise de sociologie et d'anthropologie, SOBESA, en collaboration avec le laboratoire d'anthropologie médicale appliquée LAMA, a organisé jeudi et vendredi une session de formation à l'intention des professionnels de la santé et des chercheurs en sciences sociales sur le thème anthropologie appliquée aux épidémies émergentes. L'objectif de cette initiative financée par le groupement de recherche internationale Sud et autres partenaires est d'interroger les sciences sociales et leur contribution à la réponse aux épidémies émergentes en Afrique en général et au Bénin en particulier. Reportage. L'anthropologie des épidémies émergentes est ici au menu de cette formation, initiée conjointement par la Société béninoise de sociologie et d'anthropologie, SOBESA, et le laboratoire d'anthropologie médicale appliquée LAMA de l'Université d'Abomey-Calavi, au profit des professionnels de la santé, chercheurs en sciences sociales et autres acteurs. Ils ont 2 jours pour réfléchir sur cette thématique très importante que les organisateurs estiment rare en Afrique. Les épidémies émergentes qui nous mobilisent ici constituent une conjoncture bien particulière qui mobilise nos sciences et dans lesquelles nos sciences sont vraiment sollicitées pour rendre un peu intelligibles des situations très complexes auxquelles on est confronté dans les interactions de prise en charge de ces pathologies-là. Et donc c'est dans ce contexte et dans ce cadre que peut se comprendre cet atelier qui vise justement à réfléchir avec vous autour d'un ensemble de communications, à réfléchir avec vous sur des réalités sociales concrètes comme l'exige notre discipline, la socio-anthropologie. Cette formation de la SOBESA est financée par le groupement de recherche internationaux Sud, le réseau Anthropologie des épidémies émergentes et l'Institut de recherche pour le développement. En tant qu'épidémie émergente, la COVID-19, dès son apparition en 2020, a fait prendre plusieurs mesures fortes dans de nombreux pays, de même qu'au Bénin. Mais ces mesures ont très vite suscité des réactions marquées par de multiples rationalités. Dans un contexte aussi complexe, les sciences sociales peuvent aider à mieux gérer les réticences de la population face aux mesures de santé publique. Elles peuvent également accompagner les systèmes de santé à humaniser les interventions sanitaires en impliquant davantage les familles. Les sciences sociales peuvent également contribuer à identifier ce que nous appelons les alliés de la communication et suggérer des messages plus adaptés, plus pertinents. Enfin, elle peut contribuer à la formation des acteurs, des soignants sur les aspects sociaux, sur les aspects culturels de la prise en charge. L'école doctorale pluridisciplinaire Espace Culture et Développement de l'Université d'Abomey-Calavi essaie d'apporter sa contribution à cette problématique. Ce mixage a pour objectif de générer un esprit de complémentarité et de faire asseoir la nécessité d'une collaboration agissante entre différentes disciplines et différents secteurs d'activité. Pendant 2 jours, vous aurez à vous familiariser avec la notion essentielle en anthropologie de la santé et de la maladie et à mieux appréhender les dimensions sociales et culturelles des épidémies émergentes et réémergentes. Le professeur Placide Clédio reste persuadé qu'au terme de cette session de formation, sortiront des résolutions pratiques et opérationnelles qui permettront de mieux adresser les défis qui se posent en termes de prise en charge de la santé de la population. Pourquoi est-il important de faire usage de la propriété intellectuelle en matière de non commercial? Cette interrogation a fait l'objet d'une séance d'échange organisée par les responsables de la structure nationale de liaison et de l'OAPI à l'intention des étudiants de l'Institut national supérieur de technologie industrielle implanté à Lokossa. Une séance qui vise à montrer aux apprenants de cet établissement l'utilité de cette source de sécurité autour des œuvres de l'esprit. Voici le compte-rendu de cette séance avec Narcisse Alossé et Florent Do. Qu'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de monde sans invention. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de monde sans innovation. Si nous sommes aujourd'hui ici, nous parlons et que des gens peuvent nous voir à des centaines de milliers de kilomètres, c'est à cause de l'innovation. Et vous, en votre qualité d'étudiant dans le domaine professionnel, dans le domaine technique, vous ne pouvez pas rester sans
l'information sur la propriété intellectuelle. Leur présence à l'Institut national supérieur de technologie industrielle ici à Lokossa est ainsi justifiée. Et l'instant d'une matinée, celle du mercredi 7 décembre 2023, les responsables en charge de la structure nationale de liaison épaulée par l'Organisation africaine de propriété intellectuelle ont entretenu les étudiants sur l'importance de l'attribution d'un nom à leurs œuvres de l'esprit. En matière de nom commercial, on dit, mais lorsque vous créez votre nom, si vous ne protégez pas votre nom, et à l'OAPI, c'est que quelqu'un d'autre peut utiliser le même nom. Et c'est vous qui perdez. Et en matière de brevet également, on leur a expliqué quels sont les critères de brevetabilité. Ce n'est pas toutes les créations qu'on peut breveter. Et séance tenante, les critères de brevetabilité ont été montrés à ces futurs inventeurs. Ceux qui ont déjà fait une ébauche sur ce chemin disent avoir reçu des enseignements après cette séance d'échange. Bon, vu que j'ai l'information déjà, ça m'aidait à sécuriser mon invention de mon projet, l'invention de mon projet. Donc voilà ce que ça m'a apporté aujourd'hui. Bon, si c'est qu'ils n'étaient pas venus ou bien que je n'avais pas suivi la séance, c'est que je ne saurais pas. Et j'allais faire mon projet et laisser quelqu'un d'autre pourra venir faire. Mais comme je sais maintenant, quand je vais finir de faire le projet, faire recours à eux, que je vais sécuriser. Donc, prenez ces informations à cœur et commencez par comment arriver à innover les prochaines innovations de l'INSTI. Attente comblée donc par la structure nationale de liaison qui chaque année initie des séances d'échange à l'intention des potentiels innovateurs. Cette structure appartient à la direction du développement industriel logée au ministère de l'Industrie et du Commerce. 30 ans de vie pour le Bureau conseiller de Projet Afrique BCPA. C'est une organisation qui milite pour le droit universel à la dignité et une protection sociale. Elle est composée de 2 structures, à savoir We Social Movements et CNV International. La cérémonie marquant le 30e anniversaire de l'organisation s'est déroulée ce jeudi à Cotonou. Voici le reportage. 11 octobre 1993, c'est la date exacte de la signature du premier accord de siège du Bureau conseiller des projets Afrique BCPA au Bénin. Déjà 3 décennies que cette organisation à but social travaille de concert avec la société civile et les structures syndicales pour une amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail des Béninois. Cette célébration de noces de perles est l'occasion de remercier les différents partenaires, mais aussi de faire un bilan du chemin parcouru. À partir de Cotonou, nos organisations ont pu intervenir dans plusieurs pays africains en accompagnant les mouvements sociaux, notamment les organisations syndicales, les mutuelles de santé, les organisations de l'économie sociale et solidaire, etc., dans le cadre de la réalisation d'infrastructures socio-économiques, le renforcement des capacités à travers des formations des cadres, la réalisation des recherches et des études, le financement des activités génératrices de revenus, etc. Ce dont nous nous réjouissons le plus, c'est d'avoir vraiment changé la donne en matière d'action syndicale. Vous savez, notre vision du syndicalisme est celui d'un syndicalisme constructif, un syndicalisme de développement, un syndicalisme moderne qui donne la priorité, la primauté au dialogue social avec les différentes parties qui sont concernées. Étendu sur 2 jours, l'agenda de cet événement festif comprend un forum des organisations partenaires, des visites de terrain et une conférence débat sur le thème « Pour le travail décent, changeons la donne ». À l'occasion de ces échanges, le plus important, c'est de mettre en valeur ce que nous avons réussi à faire. C'est de voir qu'est-ce qui reste à faire, comment nous pouvons mieux faire pour servir nos partenaires, servir le Bénin pour la cause des ODD. Dans le cadre de la poursuite de leurs actions au Bénin et dans la sous-région, We Social Movement et CNV International, organisations membres du Bureau conseiller de Projet Afrique, peuvent compter sur l'accompagnement de l'ambassade des Pays-Bas. Et je voudrais souligner que l'ambassade des Pays-Bas, ici au Bénin, mais aussi dans les autres pays, nous sommes très ouverts à discuter et à travailler ensemble
aussi dans le futur. Par exemple, je peux m'imaginer qu'ici au Bénin, on travaille déjà sur le dialogue social d'une manière bipartite. La mission essentielle du BCPA est l'accompagnement des programmes soutenus par les organisations qui la composent en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, puis au Maghreb. Fin de ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis et bon week-end à tous.